Eureka, le regard sur la science en Alsace, Marie Jotil. Bonjour à tous, nous voilà dans une émission Eureka qui, comme ces derniers mois, porte sur la thématique éthique et Covid. Et nous parlons aujourd'hui de la distanciation. Je suis heureuse d'accueillir Anne Dagnon, qui est professeure à l'Université de Strasbourg en pédopsychiatrie et qui est présidente du conseil d'orientation du site d'appui alsacien de l'espace éthique Grand Est, et Guy Freiss, également membre du comité d'éthique clinique et de l'unité d'éthique chirurgicale des US et qui est réanimateur. Voilà, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette émission Eureka qui porte donc, comme tous les deuxièmes mardis du mois, sur éthique et Covid-19. Et aujourd'hui, nous allons parler, comme je vous l'ai annoncé le mois dernier, sur la distanciation sociale avec tous les avantages et inconvénients, parce qu'il y a à la fois des avantages. Nous avons été obligés d'une certaine manière, parce que c'était le meilleur remède, d'opter pour des gestes de distanciation sociale, mettre des masques, respecter une distance, etc. entre nous. Il y a aussi des conséquences. Alors ça, positivement, ça nous permet de ne pas contaminer l'autrui, de ne pas nous contaminer nous-mêmes. En même temps, c'est des attitudes qui sont totalement nouvelles pour notre société, qui peuvent engendrer de la solitude, un sentiment d'intrusion, voire de coercition, parce que c'est quelque chose qui est obligatoire. Mais c'est une obligation en même temps de santé publique. Pour améliorer un peu la situation, toujours dans cette idée de distanciation sociale, le gouvernement a mis en place, comme dans d'autres pays, un traçage numérique qui nous interroge aussi sur le rôle des TIC, sur le contact tracking qui a été autorisé officiellement par les instances de l'État qui contrôlent la question éthique. Voilà, donc je suis très contente d'accueillir mes deux invités, Anne et Guy, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons essayer de réfléchir. Quand on parle de distanciation sociale, les mots-clés qui reviennent, c'est parfois bouleversement des rapports, perturbation des relations ou encore regard nouveau, parce que c'est vrai que la bouche, on ne la voit plus, mais on attache beaucoup plus d'importance au regard, à la voix. Les décisions du confinement, en même temps, ne sont plus les mêmes d'un confinement à l'autre, voire au troisième confinement qui est encore à venir. L'expérience d'aujourd'hui doit donc nous interroger au moment où nous sommes, parce que ce n'est pas rien et ce n'est pas tout. C'est un moment éthique aussi qui doit nous poser des questions par rapport à ce qu'il convient de faire au mieux. Anne Dagnon, ce confinement, cette distanciation sociale, ces gestes barrières, comme on les appelle, quelle expérience en avez-vous à votre niveau ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que employer ce terme de confinement et de distanciation, c'est finalement... on peut employer l'un pour l'autre et en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Confiner, c'est enfermé dans un espace clos et distanciation, c'est au contraire séparé. Donc, ces deux formulations renvoient en fait à des problématiques différentes et puis en même temps un petit peu les mêmes. Alors, c'est sûr que ces termes-là, ces façons de faire-là, interroge évidemment la question de la relation que nous avons aux autres, c'est-à-dire de la façon dont nous sommes, nous, êtres humains, individus, donc l'individualité par rapport aux autres, et que c'est comme ça qu'on fait société, et c'est comme ça qu'on est ensemble, et donc ces impératifs qui nous sont imposés pour des raisons sanitaires remettent en question, je dirais presque, la culture humaine d'être en relation les uns avec les autres, et puis des cultures spécifiques, parce que c'est vrai qu'en France, on a l'habitude de se serrer la main, même maintenant, c'est devenu une habitude de se faire la bise, même dans des
quand on des relations professionnelles, c'est quelque chose qui est devenu tout à fait normal, habituel, alors que dans d'autres pays, ça ne va pas du tout être ça. On va au contraire regarder des distances physiques. Enfin voilà. Donc c'est ces deux éléments-là, culture humaine et culture personnelle ou d'un groupe d'individus, qui est remis en question. Ce qui me paraît important là, c'est quels effets tout ça a sur la personne et sur le vivre ensemble. C'est des points qu'on va sûrement interroger, mais qui me paraissent très importants. Et vous, Guy ? Moi, je crois que c'est un bouleversement total des rapports humains. On a vu que des rapports humains, surtout essentiels, je dirais dans notre vie de tous les jours, ont été tellement modifiés que je pense qu'il y a quand même eu des choses très difficiles pour les gens. Les rencontres, les amitiés. Je pense qu'on n'en a pas noué beaucoup cette année à cause de ce problème de distanciation sociale. Mais on va dire nos rites essentiels, mariage, accompagnement des mourants, mort, tout ça a été bouleversé et je crois que ça a été très difficile et on voit un petit peu que tous les gouvernements et surtout tous les comités d'éthique se sont rendus compte de la difficulté que ça allait engendrer. Puisque dans toutes les recommandations des comités d'éthique, on a dit oui, on peut mettre ça en place. Parce qu'il y a un objectif qui est naturellement essentiel, c'est d'arrêter la propagation. Mais tous les comités d'éthique aussi ont dit finalement, il faut essayer de limiter dans le temps toutes ces mesures-là. Parce que, effectivement, ça va tellement bouleverser notre vie de tous les jours que, à un moment donné, il y aura un épuisement et peut-être que ça sera de plus en plus difficile, effectivement, à accepter. Ce qu'on a vu d'ailleurs dans le temps, puisque la fronde a commencé après 6 mois de mesures et chaque fois que les mesures... Et qu'on voit bien aujourd'hui que plus personne n'ose confiner comme au tout départ. De faire des confinements très stricts, bien que tout le monde ait peur de devoir peut-être être obligé d'y arriver si ça reprend. Et on a d'autres mesures comme le couvre-feu qui sont intéressantes aussi, précisément pour essayer d'échapper au confinement, parce que c'est vrai que la distanciation, et la distanciation en particulier du confinement, a des conséquences quand même très très importantes dans les différents lieux où nous vivons habituellement. Alors on va peut-être pouvoir les reprendre d'ailleurs, la vie professionnelle, la vie familiale, quand il y a un enfant qui naît, la vie familiale aussi quand quelqu'un meurt et qu'on peut pas, vous venez de le rappeler, s'embrasser, alors que dans le chagrin, on a besoin de ce corps à corps humain qui est quand même extrêmement important. Je pense aussi au lien ecclésial parce que on a été privé de culte pendant très très longtemps. À l'association, etc. Je pense qu'on pourrait reprendre ces différents lieux pour clarifier un tout petit peu les vécus, parce qu'il y a du positif et du négatif. Le plus grand vécu positif est certainement une diminution de la contagiosité et de la diffusion du virus. Mais une fois qu'on a dit ça, les liens humains, c'est quand même ce qui nous fait vivre. Et là, par exemple, dans la sphère familiale, qu'est-ce qu'on a observé pendant ces temps de confinement ? Beaucoup de choses. On a observé je dirais presque le meilleur et le pire. Oui. C'est-à-dire que, il y a des familles pour lesquelles ça a été quelque chose d'extrêmement positif parce que les liens se sont resserrés, l'attention des parents aux enfants, le partage aussi, surtout avec les jeunes enfants, de travailler ensemble, faire des activités. Donc pour les plus grands, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, voilà, on peut... Bon. Mais le pire aussi, c'est que quand il s'agit de familles qui sont déjà en grande difficulté, en grande détresse, qui n'ont pas beaucoup de moyens, effectivement, de faire famille, et voire même il y a des difficultés relationnelles, de la violence. Là, il y a eu des exacerbations et on sait bien qu'il y a eu une augmentation des maltraitances à enfants et des maltraitances conjugales. Donc, vraiment, le meilleur et le pire. D'un autre côté, surtout, je dirais,
dans la partie un petit peu plus optimiste des familles qui ont resserré les liens, on a vu aussi qu'on a trouvé des instruments pour quand même se voir et qui ont pris de l'ampleur même chez les aînés. On a dit que pour les aînés, ça serait très très difficile de faire des vidéos, des choses comme ça, mais rien que le fait de voir son petit enfant sur une tablette, c'est clair que même les aînés ont très vite appris et sont très vite familiarisés avec ces outils. Et je crois que ça, c'est aussi très très important. Mais on a vu aussi qu'on a sélectionné finalement les liens. C'est-à-dire les liens qui étaient... On voit qu'on a privilégié les liens qui nous paraissaient essentiels. Et puis peut-être quand même les liens, on va dire, de solidarité aussi, ont vu le jour, alors qu'on a laissé tomber un petit peu ceux qui finalement n'étaient pas importants. Mais cet esprit de solidarité quand même est remonté aussi sur des gens qu'on ne connaissait pas. Et je crois que ça, c'est les deux choses. C'est-à-dire que les liens sont renforcés avec ceux qui étaient importants pour nous, mais je pense que cette solidarité avec les plus démunis, les vulnérables, où on a vu que la situation devenait dramatique, celle-ci aussi, c'est, en tout cas, dans la première phase, renforcée. Est-ce que ça va durer? Ça, c'est une autre question. Oui. Je crois que c'est vrai, quand on regarde les familles, il y a le meilleur et le pire. Je crois que c'est important effectivement de le rappeler. Alors les tablettes, les écrans permettent de voir un petit enfant, mais n'empêche que dans une famille, quand un petit enfant est né et qu'on peut pas le toucher pendant des mois, il y a aussi une certaine privation. Donc on fait, je dirais, contre mauvaise fortune, bon cœur, et c'est vrai que c'est une autre manière qu'on a découverte. Et en même temps, Anne Dagnon, vous le rappeliez, il y a eu dans les familles, surtout les familles déjà en difficulté, beaucoup d'abus. Absolument, oui, oui. Qu'il y a en temps normal aussi. Mais je pense que le confinement, c'est-à-dire là, dans le sens d'être resserré sur soi-même dans un espace clos, sans possibilité d'échapper, de sortir, ça, c'est quelque chose qui, évidemment, là, a augmenté les risques. Absolument. Et le fait aussi d'être finalement sorti, la vie habituelle qui permet de sortir, de voir d'autres personnes, permet de détendre aussi quand il y a des tensions intrafamiliales. Et on sait bien que les adolescents, ils ont besoin de sortir, de voir leurs copains, parce qu'ils ne supportent pas d'être tout le temps avec leurs parents, parce que ça fait partie de leur problématique d'adolescence. Là, quand il n'y a plus cette possibilité d'aller voir ailleurs, c'est là où ça devient effectivement très, très, très problématique. Je pensais, quand vous disiez que finalement, voir un bébé de loin... c'est sûr que c'est pas pareil que le tenir dans ses bras. Il y a quand même beaucoup de choses qui passent. Et moi, c'est pas on n'a pas découvert quelque chose de nouveau là. Dans notre monde actuel, combien de jeunes couples partent loin à l'étranger et ont des enfants loin des grands-parents. Donc ces situations d'éloignement familial, c'est connu, mais là, cette fois-ci, c'était vraiment pour tout le monde, quoi. C'était le lot général. Et puis pour le couple, ça pouvait être le petit cocon, parce que l'un ou l'autre, voire les deux, étaient en télétravail, un papa en télétravail, une maman en congé mat. Et ça, je crois que c'est une expérience nouvelle, dont on n'a peut-être jamais mesuré autant combien ça pouvait être bienfaisant. Oui, alors... Oui, bienfaisant, mais aussi, il peut y avoir l'inverse de la médaille. Oui, bien sûr. Le télétravail, c'est effectivement rester à la maison, être ensemble, mais travailler avec des petits qui courent partout, qui ne comprennent pas pourquoi leur papa ou leur maman est là à la maison et s'occupe pas d'eux, c'est pas complètement facile à accepter pour eux. Donc ça peut être relativement difficile à gérer avec des petits-enfants. Alors, on va prendre une petite pause musicale et on reprend cela. Tiens, si les humains s'y mettaient en même temps, même jour, même heure, même peur, c'est pas parce que l'on a 30 ans qu'on peut se prendre pour un surhomme. Le corona est bien ici, et moi je l'ai contracté. Au moins je m'en suis bien sorti, et le virus ne fera pas de quartier.
C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps est bien moins beau en confinement. Trottoir vide et les regards baissés, j'ai hâte que cette année soit passée. Je peux pas sortir même s'il fait beau, je ne fais que manger comme un ado. Et je deviens gros comme un lutteur sumo. Combien de baguettes? 4, 3, 2, 1, 0. Tu sais se donner rendez-vous dans 6 mois, même jour, même heure, sans peur. On prendra soin de nos enfants et on sera des meilleurs hommes. La vie est fragile mais elle est belle, notre destin nous interpelle. On aura fait un examen de conscience, on aura trouvé ce qui a de l'importance. J'aurai plus peur de marcher sur le trottoir et je vais profiter de chaque soir. Et quand je deviendrai une antiquité, je serai fier de l'humanité. Attendez voir, attendez voir, attendez voir, attendez voir. Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 6 mois. Eureka, le regard sur la science en Alsace, Marie Jotil. Voilà un petit morceau de Patrick Bruel avec la sauce Covid, si je puis dire. C'est vrai que on peut se retrouver dans 6 mois, mais c'est vrai qu'il chantait ça au début du confinement, que 6 mois ont passé et qu'on est encore dans les 6 mois suivants et peut-être encore 6 mois à suivre. Donc c'est vrai que c'est des questions qui sont quand même extrêmement difficiles. Nous évoquons donc aujourd'hui dans cette émission Éthique et Covid la question de la distanciation et nous étions juste en train de parler avant la pause de la frustration par rapport au toucher, Guy Fraisse. Oui, je pense que c'est quand même aussi un événement qu'on a tous ressenti, c'est cette frustration du toucher, que ce soit des parents ou des grands-parents pour enlacer leurs petits-enfants qui couraient vers eux, mais stop, mais aussi, je vais dire, dans les EHPAD, parce que faire des frictions, tenir la main de personnes qui sont quand même parfois dans des situations de fin de vie et les toucher avec des gants, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose et je crois que ça c'est aussi quelque chose qui a pesé parce que je crois que ça fait partie aussi de notre façon d'exprimer nos rapports humains. Oui. De toucher. Alors, en même temps, vous évoquez la question des personnes âgées. Pendant la distanciation, on a déjà parlé un petit peu des personnes âgées, mais je parle aussi maintenant pas simplement de celles qui sont en EHPAD, mais les personnes âgées à domicile. Qu'elles aient ou qu'elles n'aient pas de famille, c'est parfois extrêmement problématique quand elles vivent seules. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est relativement commun parce que précisément les enfants, les petits-enfants, ils vivent aux 4 coins de la France et pour ne pas dire aux 4 coins du monde. Donc c'est vrai que là aussi, il y a eu à la fois de grandes souffrances, Anne Dagnon, mais aussi j'ai vu de nombre de mairies, de gens qui se souciaient des personnes âgées et s'obligeaient, ou d'associations qui s'obligeaient à leur téléphoner. Oui, je crois qu'on a assisté et qu'on assiste encore à quand même une attention. Alors, c'est vrai que la situation transforme beaucoup de choses, mais nous oblige vraiment, à condition qu'on s'intéresse un petit peu aux autres, et je pense que beaucoup d'entre nous le font, on s'oblige vraiment à porter un regard sur les autres et ceux qui, d'une certaine façon, ont besoin de ces contacts. C'est-à-dire que le confinement obligé à couper des liens, parce que c'est quand même ça le confinement, nous oblige à en trouver d'autres, et à en trouver d'autres en particulier pour ceux qui en ont besoin. Et c'est vrai que les personnes seules, qui vivent seules à la maison, sont à mon avis presque plus en difficulté que dans les EHPAD où il y a une vie de l'institution, même si elle est coupée du monde extérieur, il y a une vie à l'intérieur. La personne qui vit seule chez elle, elle est seule chez elle, et que celle-là, elle a véritablement besoin
qu'on vienne vers elles, donc qu'on brave d'une certaine façon un interdit, mais qui ne l'est plus parce qu'elles ont besoin. Là, ça fait partie des soins qu'on doit leur apporter. Quand je dis soins, c'est pas seulement soigner une maladie, c'est de prendre soin, prendre soin de leur personne. Guy Fraisse. Juste une petite phrase. Je crois que cette pandémie nous a finalement appris à tous, ou nous a refait comprendre un petit peu ce qui est vraiment essentiel pour nous. Je crois que ça, c'est une chose aussi, je dirais, importante, même si il y a des choses, on va dire, difficiles. Mais je crois que ça a été pour nous tous une leçon de voir ce qui est vraiment essentiel dans notre vie de tous les jours et dans les rapports qu'on entretient avec l'autre. On entend en ce moment les gens dire « Ah ben oui, le premier confinement, on a dit que tout allait changer et puis finalement rien ne change ». Moi, je ne serais pas aussi pessimiste que ça, parce que je pense qu'effectivement, le fait d'avoir pris conscience qu'il y avait des choses essentielles et qu'on ne pouvait pas se couper des autres et couper les autres des liens humains, ça, je pense que c'est quelque chose que la pandémie nous a aidés à retrouver et pour laquelle il faut qu'on ait conscience aiguë. D'un autre côté, on a aussi pris conscience de ce qui n'allait pas. De ceux qui étaient vraiment en situation difficile. Et j'espère que ça va perdurer et qu'on va peut-être se mobiliser un petit peu pour tout ce qu'on a vu qui était difficile, que ce soit pour les SDF, plein de gens qui sont dans des situations de pauvreté ou qui a encore augmenté. Je pense que ça aussi, cette prise de conscience, elle a été vraiment très nette. Oui, je reviens juste à la question de l'essentiel, parce que justement, c'est un mot-clé de ce temps de pandémie. Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas? On a posé cette question tout le temps. Est-ce que les bibliothèques, est-ce que la culture, est-ce que l'art sont des essentiels? Et puis surtout, un autre domaine que j'ai évoqué tout à l'heure, où cette question s'est posée de façon massive, et on est sur RCF, donc c'est important aussi de poser cette question, ce sont les lieux de culte. Ils ont quand même été totalement fermés pendant un certain temps. Les croyants ont pu dire, mais attention, l'essentiel pour nous, c'est quand même de vivre notre foi en communauté. Donc là aussi, il y a eu quelque chose de tout à fait important, parce que on peut gérer matériellement, mais est-ce que dans cette gestion collective, il ne faut pas intégrer le spirituel? Alors, effectivement, revenir sur qu'est-ce que ça veut dire essentiel et qu'est-ce qui est essentiel dans l'essentiel, je dirais presque. C'est-à-dire que ce qui a été entendu et c'était, je dirais, le côté vital. C'est-à-dire qu'est-ce qui va nous permettre de survivre à cette pandémie, de ne pas mourir. Donc, c'est éviter d'être contaminé, c'est des soins appropriés, mais c'est aussi pouvoir se nourrir et pouvoir communiquer. Ça permet la vie, la survie. Mais quand on l'interprète uniquement du côté, je dirais presque biologique, alors que la vie, ça va bien au-delà de ça. La vie, c'est aussi la vie psychique, c'est aussi la vie... oui, c'est ça, la vie psychique, je dirais, et c'est spirituel. Oui, mais quand vous m'excuserez, mais je mets le spirituel là, en l'occurrence, dans le fonctionnement psychique, dans la capacité de croire. Je n'en fais pas du psychologique. Mais donc cette partie-là, elle est apparue comme finalement, ça aura sa place à condition de pouvoir vivre et survivre. Et c'est là où on voit qu'il y a une gradation dans l'essentiel. Alors que quand on parle d'essentiel, en fait, il faut prendre en compte tout l'ensemble. Mais peut-être que dans des moments extrêmes comme celui de cette pandémie-là, le côté survie physique, biologique prend le pas au prix, effectivement, de se dire « mais et alors, et le reste, et tous les liens affectifs humains qui sont essentiels pour vivre, sont un petit peu laissés de côté, en tout cas passent en second ». Ce qui souligne là le malaise dans lequel beaucoup sont et on est forcément. Oui, enfin au moins au niveau politique, parce qu'au niveau des individus, ce n'est peut-être pas le cas. Guy Fraisse. Je crois que dans les EHPAD, on a quand même beaucoup entendu les résidents dire que vous évitez que je meure, mais ça c'est plus une vie. Mais justement. Et ça je veux. Justement. Et ces gens,
je dirais que ces personnes-là qui ont déjà vécu et qui savent que effectivement leur espérance de vie elle est peut-être limitée, mais ceux qui étaient effectivement avec de grosses comorbidités, c'est peut-être celles qui le plus rapidement ont dit mais si c'est ça que je dois vivre, autant que ça s'arrête tout de suite. Hein. Et ça c'est quand même quelque chose qu'on a entendu, moi je trouve d'abord dans les EHPAD, puis un petit peu dans la population générale où on a dit bon bah pas mourir, mais ne pas vivre, c'est quoi cette vie ? C'est clairement le gros problème de cette pandémie. Mais c'est vraiment ce qui est en premier plan maintenant, parce que ça dure et on dit mais il faut vivre pleinement. Vivre pleinement, voilà, je crois que nous retiendrons ce mot pour la fin. Je vous dis donc à très bientôt. Merci à Théo qui était à la technique et nous nous retrouvons le mois prochain avec la thématique justice sociale versus justice individuelle, toujours autour de éthique et Covid. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.